Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, on va essayer de continuer un peu sur là où on s'était arrêté la dernière fois. Je vous ai fait un deuxième notebook. J'ai essayé de cleaner un peu l'ancien, là où j'explique un peu plus en détail comment faire, en quoi ça consiste le notebook. Je vous mettrai le lien dans la description, donc vous pourrez aller directement le télécharger ou en créer un à partir de celui-là dans votre propre Drive, dans votre espace Google. Voilà. J'ai mis aussi une petite vidéo qui explique le LaTeX. Peut-être il y en a certains qui en ont besoin. C'est 5 minutes et ça explique à peu près tous les concepts. C'est pas vraiment difficile. Le truc c'est qu'il faut juste comprendre comment les utiliser différents symboles. Par exemple, là c'est racine de delta. Enfin, voilà, c'est ce signe-là. On peut embriguer plusieurs signes entre eux. Enfin voilà, il faut voir la vidéo pour comprendre. J'ai fait aussi un petit rappel rapide sur les librairies. En fait, on peut utiliser directement des fonctions. Par exemple, là, c'est SQRT, mais ça va nous donner une erreur. Et donc, l'erreur ici, c'est qu'il ne connaît pas le nom. Donc, il faut l'importer. Même s'il est installé sur le kernel, il faut l'importer dans le notebook. Voilà. Et c'était là où on s'était arrêté. Donc, on avait dit, pour faire la régression linéaire, il nous fallait une fonction qui prenait en paramètre un vecteur. Cette fois-ci, je vais pas taper de l'attaque dans cette vidéo. On prend un vecteur, on fait le produit vectoriel, le produit scalaire entre un vecteur bêta et le vecteur dxi. Ce qui revient à dire bêta 0 plus bêta 1 x1. On avait dit que le bêta 0, on allait rajouter un 1 dans la matrice pour pouvoir justement faire le produit scalaire et pour que si on prend par exemple le vecteur du premier individu fois bêta 0, ça nous donne exactement bêta 0 plus x1 bêta 1 plus x2 bêta 2 jusqu'à xp bêta p. Donc c'était ça qu'on avait fait quand on avait rajouté un 1 sur la première colonne. Ça nous donne exactement cette fonction-là. On dit que ça nous donne un yi chapeau. Pour le im individu, le chapeau, ça veut dire la prédiction. Voilà, donc pour toute la matrice, on peut le faire pour toute la matrice d'un coup. Si on a le vecteur bêta, ce vecteur bêta là, on fait ce produit matriciel. Le produit matriciel, ça nous donne ça, un vecteur, puisque là c'est en n fois p, là c'est en p fois 1, donc le résultat il est en n fois 1, un vecteur. On appelait ce vecteur grand Y chapeau. On a vu que la stratégie ici c'était de minimiser la distance entre Y, la vraie valeur des Y, et Y chapeau, la valeur qui est prédite par notre par notre régresseur, estimateur. On a réécrit ça sous forme de produit vectoriel, donc x bêta, c'est exactement ça. Et puis on y allait quoi, on l'a développé, et on a posé le Lagrangien, ou une fonction de bêta, qui est égale à ça. Et on a dit, cette fonction qu'on cherche à minimiser, son point le plus bas, c'est à l'endroit où sa dérivée s'annule, puisqu'on sait qu'elle est positive et qu'elle était quadratique. C'était ça les assumptions qu'on avait fait. Donc on cherche à la dériver, on dérive par rapport à un vecteur. Donc on a vu qu'il y avait certaines règles à respecter, mais que ça se faisait. Et ça nous donnait une résolution, voilà, ça nous donnait ça. On multiplie par la gauche par l'inverse, de x transpose x, et ça nous donnait ce bêta-là. Donc voilà le premier estimateur que l'on peut voir en faisant du machine learning. Ensuite, on l'a pris en main. On avait utilisé le dataset qui était dans Sample Data, dans le dossier du kernel. Sample Data, voilà. Qui sont déjà préinstallés, qui étaient déjà là, quoi. Et il ressemble à ça, le dataset. Alors, il y a la longitude, la latitude des maisons, puisque c'est un dataset de maisons. L'âge moyen de la maison. Le nombre de rooms, le nombre de chambres, c'est pas le nombre de chambres en fait, puisque là c'est, il me semble c'est le métrage de chambres, enfin voilà. L'air total, et puis voilà. Et donc on cherchait
directement à pouvoir prédire le prix moyen des maisons. Ça paraît être une bonne idée si on a un truc de machine learning, une IA qui permet, à partir de la position de l'appartement et quelques informations rapides, ça nous donne un prix de vente, ça serait super. Mais on va voir que c'est un peu plus difficile que ça. On s'est dit, on va utiliser NumPy. NumPy, ça nous permet de charger le dataset, ça nous permet aussi d'utiliser des NP arrays. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, NP, generate from text, gen from text, et on lui donne un certain nombre de paramètres, dont l'emplacement du fichier, le délimiteur, le type, on avait dit que c'était des floats, puisque tout ça c'est des nombres à virgule, donc des floats. Et le skip header égale true ou égale 1. C'est plutôt égal 1, parce qu'il faut skip une ligne, la ligne de header. Ok. Et puis on y va, on résout. X, c'est les 8 premières lignes, et Y, c'est les prix que l'on cherche à estimer, les prix des maisons. Nous, on cherche le Y chapeau, quoi. Donc voilà. On a utilisé, on a concaténé un vecteur que de 1. Il y a la longueur de X, c'est-à-dire le nombre de lignes dans X, de 1, c'est ça qu'on a fait. On l'a concaténé sur la gauche. Et on a pris la transposée, on a pris l'inverse de la transposée, et on a pris l'inverse de la transposée fois X transposé. Et ça, on le fait fois Y, le Y qu'on a. Et ça nous donne bêta. C'est ce qu'on a ici. Donc on voit que en Python, ça prend pas grande place, quoi. C'est que quelques lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. On aurait pu même faire plus vite. Là, j'ai essayé de faire le plus clair possible. Donc c'est vraiment puissant pour pouvoir faire de la data science. Et on verra qu'on peut même faire encore plus rapide en utilisant NP. Peut-être dans d'autres vidéos. Donc du coup, on peut s'intéresser pour l'individu 145. Qu'est-ce qu'on va prédire? Donc l'individu 145, il a des valeurs de latitude, de longitude, housing median age, total rooms, total bedrooms, etc. Et on cherche à voir la value qui a été prédite par rapport à la vraie value. La value qu'on prédit, c'est le produit scalaire entre bêta et justement cette ligne i de x. Et on fait le dot product, le produit scalaire entre ces deux trucs-là, et auquel on soustrait yi. Yi, c'est la vraie valeur. On voit qu'il y a quasiment 16 000 de différence. On a dit que le MSE, ça allait être notre critère à partir de maintenant pour pouvoir comparer des modèles entre eux et pour pouvoir faire donner une note à notre estimateur. Donc le MSE pour mean square error, l'erreur quadratique moyenne. On peut le voir là ici, on a une erreur qui est négative. Donc si je commence à additionner cette erreur plus l'erreur pour un autre i qui est peut-être positif, donc on va voir que l'erreur se compense. On peut avoir des plus, des moins. Donc on a dit qu'on prenait ces erreurs-là et on les mettait au carré. C'est ce que je fais ici. Pourquoi les carrés? Les carrés c'est tout le temps positif. Et donc ça nous donne une erreur qui sera forcément positive. Et puis voilà, c'est ce qu'on fait, c'est une boucle. Pour tous les x, pour tous les xi, moins son yi au carré. Ensuite, on fait la moyenne. Donc c'est la moyenne de l'erreur au carré. La moyenne de ces erreurs au carré. Et puis ensuite, on prend la racine carrée. Et puis on voit que ça fait 70 000. Donc là, les conclusions qu'on peut tirer, c'est que avec cet estimateur-là, on peut s'attendre à faire une erreur pour un individu d'environ 70 000 $. Ce qui est énorme, ce qui est considérable. C'est un estimateur qui est mauvais, on va dire ça. Mais ça veut dire aussi que le dataset n'est pas linéaire. Si le dataset était linéaire, on aurait des bons résultats puisque c'est un estimateur linéaire. Donc les conclusions se font à la fois sur l'estimateur qu'on a fait, mais aussi sur le dataset. On devrait essayer maintenant d'autres estimateurs non linéaires. Bon. Ouais, voilà, je dis aussi qu'on peut calculer directement avec
avec les fonctions de NP. Donc là, je peux faire le np.product directement pour tous les individus, et ça va le faire terme à terme. Là, on l'avait fait avec une boucle. On avait dit un i, on avait précisé le i, mais si je fais np dot de x et bêta, ça me donnait le vecteur y chapeau, moins le vecteur y, et il va faire terme à terme pour le premier terme, pour le deuxième terme, pour le troisième terme, et pareil pour le carré, ça va faire terme à terme. La complexité est un peu moins bien, mais bon, ça fait tout d'un coup. Et c'est assez rapide. np is not defined. Donc là, j'étais déconnecté de mon notebook. Et np, et en fait, ouais, voilà, quand on se déconnecte, il oublie toutes les commandes qu'on lui fait. Là, il voit que c'est la 9ème commande. Donc je vais tout retaper. Hop. Et il me faut le bêta aussi. Et si je refais ça, name mat is not defined. Alors il me faut mat aussi. Ça tombe bien parce que c'était mon exemple. Voilà. Donc on a bien le même résultat, 70 000. Il me semble que après le cinquième nombre avant la virgule, il y a une erreur où ça change. Voilà. Alors c'est exactement la même chose. Enfin bon. Non, voilà, 28 et là 26. Ça, c'est vraiment les arrondis avec les floats et la gestion interne de Python. Mais bon, à partir de tout ça, c'est identique, on peut dire que c'est exactement la même chose. Voilà. Ensuite, on peut utiliser aussi scikit-learn. L'avantage d'utiliser du Python, c'est qu'on peut réutiliser des librairies. C'est ça aussi l'avantage. Donc là, avec scikit-learn, c'est 3 lignes. On dit qu'on l'importe à partir de scikit-learn. Toutes les modèles linéaires. Dans cette variable-là, dans cet objet-là, il y a bien plus que la régression linéaire. Donc on va prendre, nous, juste la régression linéaire. On le met dans reg, pour régression. Donc régression, fit. Ça va aller calculer le bêta directement. Et on peut directement utiliser dans l'objet reg, la fonction predict. Donc, predict de x. Ça va prédire sur tous les x, et nous on veut juste le 145e. Moins y, reg is not defined, bien sûr que non, qu'il n'est pas defined. Puisqu'il n'est pas defined. On obtient bien la même chose, je vérifie. Donc ça rassure, on obtient bien la même chose que scikit-learn avec notre méthode à nous, sauf que, ouais, voilà, il y a une petite différence aussi à partir du 4. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Après la virgule, c'est exactement la même chose. Ça va. Pourquoi il y a un nul ici? Donc, voilà, l'avantage de scikit-learn, c'est que il y a multitude de librairies. Une autre qu'on pourrait utiliser dans scikit-learn, c'est dans le linear model, c'est ridge régression. Et là même il y a une cross-validation, c'est encore un modèle encore plus complexe. Où on va directement utiliser la même nomenclature. On va utiliser fit sur x et y. On va utiliser predict sur x. Et ça nous donne exactement le même résultat. On voit que là, le résultat il est un peu mieux, mais un peu plus proche. Mais bon, dans cette partie-là, on va essayer de faire un peu de data visualisation. On va commencer par importer depuis matplotlib. Donc matplotlib. Je vais importer un truc qui s'appelle pyplot. Mais je ne vais pas importer toute la librairie matplotlib. Je vais juste from et import. Et je vais même lui donner un nom pour aller plus vite, plt. C'est ce qui se fait d'habitude. Le premier truc qu'on va utiliser, c'est plt.figure. La complétion marche toujours, on appuie sur Tab pour compléter. Figure, il prend
un paramètre, il me semble que c'est size, c'est fig size. On va lui donner la taille des figures qu'on veut. On va commencer avec un carré 10 par 10. Ok. Et ensuite on va faire PLT. Bon. Soit on peut faire plot. Plot ça va faire des graphes, donc des lignes entre les points. On n'a pas vraiment de fonction à grapher, mais on va plutôt afficher juste les points, les uns par rapport aux autres. Donc c'est scatter. Ça prend deux paramètres, x et y. Alors en x, on va prendre x, par exemple de la 5, toutes les lignes de la cinquième colonne. Hop. Et en y, on va prendre, prenons le y. Donc là, on peut voir la cinquième colonne en fonction de y. Ça nous permet de voir s'il y a des corrélations. Là, on peut voir que on a dit la cinquième colonne, c'était la population. Plus la population elle augmente, plus le prix de vente est élevé. Ce qui paraît logique, les zones les plus densément peuplées sont c'est là où il y a le plus de demandes, c'est là où les prix sont plus élevés. On voit que c'est pas vraiment sur une ligne, quoi. On voit que jusqu'à un certain... En dessous d'un certain seuil, le prix peut vraiment évoluer sans vraiment... Voilà, ça sans vraiment être vraiment peuplé. On peut voir qu'il y a des maisons qui se vendent très très cher alors que c'est des zones faiblement peuplées. On peut regarder pour une autre variable. Là, il me semble, la 8, c'est median income. On va regarder ça. Je peux ouvrir, bien sûr, le dataset. Et il me semble, voilà, c'est median income. Et on voit que les zones où les revenus sont élevés ont les maisons les plus chères. Enfin, voilà, plus les revenus sont élevés, plus les maisons sont chères. C'est vrai ici, par exemple, si on reprend les zones où le revenu est très élevé, on a ce point-là qui est vraiment pas trop élevé, mais voilà quoi, ça se voit que plus la variable 8 est élevée, plus notre y est élevé. Donc c'est ce qu'on appelle une corrélation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir à peu près toutes les variables et celles qui paraissent le plus corrélées à notre variable y, on appelle aussi la variable de réponse. Pour ça, on va essayer de continuer avec un scatterplot, mais en faire plusieurs les uns à côté des autres. Pour ça, on va utiliser PLT, et dans PLT, une fonction qui s'appelle subplot, et subplot, ça prend 3 digits, 3 entiers, et c'est le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et le numéro, le numéro du plot qu'on va afficher. Par exemple, là, je vais mettre ça, comme ça. Essayons déjà 2 sur une ligne. Donc 2 sur une ligne, ça serait comme ça. Donc une ligne, 2 colonnes. Ça c'est le numéro 2. On avait fait le 5. Num must be between 1 et 3. Note 3. Ah mince, je me suis trompé. Donc là c'est une ligne, 2 colonnes. On a le scatterplot 1, le scatterplot 2. Ok, alors on va essayer d'en faire 5. On va essayer faisons 4 déjà. Donc 4 sur 2 lignes, 2 colonnes. Ça serait ça. 2 lignes, 2 colonnes, le premier. Je le descends. Tac. Si j'avais essayé de mettre un label, on va faire ça plus tard. Alors, on a la 8ème, la 5ème, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? La 3ème, allez, la 7ème.
0, sinon ça va faire. Et la quatrième. Voilà. Là, on va essayer de rajouter des titres. Donc, on fait PLT, title. Et c'est entre guillemets, on va mettre le titre. Voilà. Le premier, c'est la variable 8. On a dit c'était median income. Hop. Ici, c'est la variable 5. Je me rappelle plus c'était quoi la variable 5. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5 population. Population. Variable 3, median age. La variable 7. Voilà. Juste avant median income, household. Households, ok. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. On est juste household pour l'instant. Donc là c'est un peu plus clair. On voit déjà qu'il y a des variables qui sont plus ou moins corrélées, comme la median income qu'on avait déjà vu, population. Median age, c'est vraiment partout quoi. On peut pas vraiment dire que ça le soit. Essayons de voir. Essayons de voir le nombre de chambres, total rooms. C'est plutôt le métrage des chambres en entier. On voit qu'il y a du 8, il y a du 380, ça devrait faire une différence. Voilà. 3. Il me semble que c'est pas 3, c'est 4 ici. Ouais. Bon, mais pour comprendre ce qui fait évoluer les prix, le prix qu'on cherche c'est la house value. C'est pas vraiment housing median age, total bedroom. On voit que c'est pas vraiment ça qui va faire évoluer les prix, sachant qu'il y a des prix qui sont énormément élevés, quelle que soit la population, enfin ou les autres paramètres. On va essayer de voir plutôt la latitude et la longitude, parce que ça dit une autre histoire. Pour ça, on va faire plt.clf pour clear figure. Ensuite, je vais faire plt.unscatter point. Alors, c'est x. Toutes les lignes. C'est pas la première, c'est la deuxième, puisque la première on avait mis des 1. Ça j'avais oublié avant. Mais il faut le mettre à 1. Et l'autre c'est 2. Là on voit la latitude, longitude, latitude. Ouais, alors c'est longitude ici. Et en Y c'est la latitude. Alors, on peut essayer de mettre par exemple plt.7, il me semble. Non, c'est pas 7. Alors, X label. Ok, et on va mettre en X longitude. PLT. Y label. Alors, latitude. Hop, ça c'est un peu plus propre, on les a ici et là. On aimerait bien aussi voir un peu plus de couleurs par exemple. Donc je vais mettre C pour color égal. Et qu'est-ce qu'on veut pour la couleur? On va mettre Y. Plus plus le median house value, le Y, est élevé, plus je veux que ça soit rouge. Pour ça, il faut utiliser aussi un autre paramètre, c'est CMap, Color Map. C'est des... je vais vous montrer.
c'est les gradients de couleurs. Donc nous on voit un truc qui vaille du froid au un truc très chaud. On va prendre un truc comme ça. Voilà, ou GNU plot. Là j'aime bien l'utiliser. Alors le CMap, on va utiliser GNU plot. Donc on voit là les zones rouges, les zones plutôt jaunes. Parce que le plus chaud c'est le jaune. Peut-être utiliser un truc plus simple. Utiliser hot, non. Je veux du bleu vers un truc chaud. Plasma. Peu importe sérieusement, mais alors. Note 2. Parce que là en fait c'est le blanc qui est le plus chaud. Qu'est-ce qu'il y a comme truc bien? Rainbow. On peut utiliser Rainbow ou Jet. Alors c'est map Jet. Non. C'est pas Jet que je voulais utiliser. Rainbow. Et c'est Rainbow. Non plus. Je sais pas pourquoi ça. Je dirais. Non. Alors. Sismique. Non. Allez, on va faire un magma. Plasma. Allez. Dernier que j'essaye. Ok. Et je vais faire un deuxième truc ici. Je vais mettre un peu de transparence parce que là on voit rien du tout. Je vais mettre à 50% la transparence. Voilà, comme ça. Alors. On avait dit qu'on pouvait utiliser aussi plt.figure. Et en paramètre, on va mettre un fig size. Un truc qu'on puisse voir. Je vais mettre du 20 par 10. C'est des pouces, donc voilà. Premier truc qu'on voit, c'est que là c'est la longitude et la latitude. Ça ressemble un peu à la Californie. Ça ressemble pas mal d'ailleurs à la Californie. Pour améliorer en fait l'affichage, on va essayer de superposer ce scatterplot sur une carte de la Californie. Pour ça, on va aller dans Google directement. Je vais chercher tout simplement un PNG avec une carte de Californie. Par exemple, on va prendre celui-là qui est en PNG, il me semble. Ouais. Ok. Et je vais utiliser toujours PLT. Juste avant d'afficher, je vais faire. Peut-être je vais le mettre dans une variable. IMG égale à PLT. Dans PLT, on a une fonction pour lire les images. C'est imread. Et je lui donne juste l'URL en paramètre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est plt.imshow pour montrer l'image. Je vais mettre IMG. IMG. Et essayer de superposer par-dessus. On va voir qu'il y a un problème, c'est que l'image est énorme par rapport à notre scatter point. Donc, ici dans le imshow, on va lui donner en paramètre un tableau. Ce tableau, ça va être le x minimum, le x maximum, le y minimum, le y maximum. Comme ça, on peut tout aligner. Et donc, pour le x minimum, je vais tout simplement prendre la valeur la plus petite qui est de x. Pour le x maximum, je vais prendre la valeur, c'est toujours x1, la plus grande. Ensuite, pour y, l'axe des ordonnées, je vais prendre pareil la plus petite.
Et la quatrième valeur, c'est le maximum, donc x2.max. Là, ça devrait s'aligner. Alors, value de feu, accent. Ah, il manque une virgule. Ah, ok. Il faut peut-être préciser, en fait, c'est extent, le paramètre. Alors, on voit que ça prend un peu de temps, mais là, au moins, on a une idée un peu plus claire de ce qui se passe. On peut voir que là, il y a des trucs qui sont dans l'eau. Là, c'est censé être l'eau. En fait, l'image n'est pas alignée exactement avec le coin en haut à gauche. Pour ça, dans Extent, le Xmin, on a dit c'était moins 124 quelque chose. Je vais la tirer un peu vers la gauche. Je peux faire moins 0,33 par exemple. Ouais, c'est un peu mieux. Et pareil pour la droite, le Xmax, je peux faire plus 0,1, 25. Voilà, comme ça, tout rentre dans les boîtes. Alors, il y a un truc aussi, c'est que on veut garder les proportions originales de l'image. Alors, l'image, elle est en 2008. Ah, ça va être difficile en plus à afficher tout ça. C'est pour ça que ça prend du temps à afficher. Alors, je vais juste voir le ratio original. Alors, c'est 2008 divisé par 2176. Ça nous donne un ratio de 0,922. 923. Bon. Si je fais ça par exemple x 20, ce serait 18 en 20 par 19 par 18. Essayez d'avoir le ratio après. Ça met du temps en fait à s'afficher parce que l'image elle est immense. Bon. Alors là on voit tout de suite pourquoi on peut pas prédire les prix en fonction de la taille des maisons, en fonction de la population. C'est que tout de suite on voit qu'il y a des villes où c'est vraiment cher. Là c'est San Francisco, c'est la baie de San Francisco. On voit que le côté gauche de la baie il est extrêmement cher par rapport au côté droit. Pareil ici à Long Beach et à Los Angeles. Tout ce qui est proche, San Diego, tout ce qui est proche de la mer, c'est extrêmement cher. Et là, on voit que c'est vraiment bleu foncé. C'est même s'il y a beaucoup de population, une maison énorme, elle va pas coûter cher. Donc, on se rend compte que il faut plus de paramètres pour pouvoir résoudre le problème d'estimation du prix de vente en fonction des paramètres quoi. Donc, pour continuer en fait sur ce qu'on avait dit, il faut plus de paramètres pour prédire correctement le prix de vente. Il faudrait éventuellement la ville, la distance par exemple à la mer, puisqu'on voit plus qu'on est proche de la mer, plus c'est cher les prix. On pourrait voir aussi je sais pas, d'autres paramètres comme la présence d'un monument qui soit proche, par exemple ici Golden Gate Bridge, ou peut-être à Long Beach ou à Huntington Beach ou ce genre d'endroits touristiques. Plus on serait proche, plus le prix serait élevé. Donc il faudrait en plus dans notre dataset ces informations-là pour pouvoir prédire facilement les prix. C'est ce qu'on essaiera de faire dans une prochaine vidéo. Donc pour conclure sur ce notebook, il ne nous reste plus qu'à imprimer. Pour ça, on va dans Fichier et tout simplement imprimer. Malheureusement, dans un Jupyter Notebook par exemple, on peut imprimer directement la version HTML. On va avoir la coloration syntaxique et tout ça. Ici, on voit qu'on n'a pas par exemple de coloration syntaxique. Là, il y a du Python, on voit juste voilà, les zones de code et le petit signe pour la sortie de l'exécution de ce code. Ça reste passable, on va dire, si c'est pour rendre un devoir ou quelque chose pour la fac, ça reste vraiment voilà, ça passe. C'est pas extra, mais ça permet au moins de répondre aux besoins.
Donc là, je vois qu'il y a un petit problème sur la page. Je vais essayer de rajouter des espaces blancs. Ouais, c'est un peu ça le problème. Hein. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour... tac, je peux supprimer ça. Pour remonter un peu le truc, ou bien pour l'espacer un peu, bah, je vais mettre du texte. Hein. Ici, on va mettre un titre. On va dire, ce titre s'appelle Typed utilisation. Je vais le monter, puisque on l'utilise avant. Ouais. Ensuite, un deuxième titre. Titre 2, on va dire géo... affichage géographique. Ouais. Affichage. Position géographique, puisque c'est les latitudes et les longitudes, sur une carte. Essayons de voir si... parce qu'en fait, ça coupait l'image en deux. Ouais, c'est système D, mais voilà. Donc, c'est descendu assez pour être sur une page à part. Ah, ça coupe sur la droite. Je pense qu'on peut faire un truc, c'est diminuer un peu ce ratio-là. Si je le divise par 2, ça fait 10 et 9. Je vais imprimer. Ça n'est pas affiché. Voilà. Donc je vois qu'il y a la 15e page. Ce que je vais faire, c'est la page 1 et la page 14. Imprimer. Et puis voilà. Le premier notebook PDF. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis, faites de la data science, apprenez, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et bon courage pour la suite.